Mon mari a eu un sourire narquois et a dit « Mon ex sera au dîner de Noël. Essaie de ne pas créer de malaise. Tiens-toi bien, pour une fois. » J'ai hoché la tête, bien sûr, feignant que ces mots ne me piquèrent pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais moi-même envoyé une invitation. Quand la sonnette a retenti, son visage a perdu toutes ses couleurs, et la pièce est tombée dans un silence de mort. Essaie de ne pas créer de malaise. Tiens-toi bien, pour une fois. Julien ne prend même pas la peine de lever les yeux de son téléphone quand il prononce ces mots. Il prend juste une autre gorgée de son whisky. D'un ton complètement désinvolte, comme s'il me rappelait de passer prendre ses costumes au pressing au lieu de m'exiger d'accueillir son ex-petite amie à notre dîner de Noël. Je suis debout dans notre appartement du 16e arrondissement, un torchon serré dans ma main. Mes doigts sont encore humides d'avoir lavé les assiettes du dîner qu'il a à peine touchées. Pendant un instant, je ne peux plus bouger. Je n'arrive plus à respirer. Les mots flottent dans l'air entre nous comme un nuage toxique. Tiens-toi bien, pour une fois. Comme si le problème, c'était moi. Comme si j'étais une enfant capricieuse qui avait besoin d'être constamment corrigée, et non son épouse depuis 4 ans, une femme qui n'a fait que rogner des parts d'elle-même pour s'intégrer dans la vie qu'il avait conçue. Bien sûr, mon chéri, j'entends ma propre voix dire, parfaitement agréable. Tout ce que tu voudras. Il lève enfin les yeux, m'offrant ce petit sourire satisfait qui, autrefois, faisait battre mon cœur. Maintenant, il me noue simplement l'estomac. Car ce que Julien ne sait pas, ce qu'il ne pourrait jamais savoir, c'est que j'ai déjà vu son téléphone. Je sais exactement pourquoi Serena vient vraiment au dîner de Noël. Et j'ai aussi invité quelqu'un, mais je m'emballe. Laissez-moi vous ramener en arrière, vous montrer précisément comment je suis devenue cette femme. Celle qui se tient dans une cuisine de designer, ravalant l'humiliation avec un sourire exercé, tout en préparant une guerre derrière des manières parfaites. Il y a 4 ans, j'ai cru avoir tiré le gros lot quand Julien Vance m'a demandé en mariage. Nous nous sommes rencontrés lors du vernissage d'une galerie où j'étais conservatrice junior, chargée de veiller à ce que les œuvres soient bien éclairées, que le champagne ne manque jamais et que les riches mécènes se sentent importants. Il était là, représentant Fournier Associés, le fonds d'investissement où il était une étoile montante. Il était beau dans son costume sur mesure, dégageant cette confiance particulière qui vient du vieil argent et d'une éducation dans une grande école de commerce. Et il était charmant quand il le voulait. Il m'a courtisée avec la même concentration chirurgicale qu'il appliquait à ses stratégies d'investissement. Des bouquets livrés à la galerie, des réservations dans des restaurants dont je n'avais fait que lire les noms, des week-ends dans la vaste propriété de sa famille à Deauville. Il m'a fait me sentir choisie, comme si j'étais la femme la plus fascinante de tout Paris. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. 1 an après, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie somptueuse que sa mère avait méticuleusement planifiée, dans un lieu financé par ses parents, avec une liste d'invités qui ressemblait plus à un annuaire du monde de la finance parisienne qu'à un rassemblement de nos amis. J'aurais dû reconnaître le schéma dès lors. Mais j'étais jeune, 25 ans contre ses 30. Et j'ai bêtement confondu son contrôle avec de l'attention, sa possessivité avec de la passion. Les changements ont commencé doucement, des suggestions subtiles qui se sont transformées en opinions fermes, puis se sont durcies en lois tacites. Cette robe est un peu audacieuse pour un dîner professionnel, tu ne trouves pas? Peut-être quelque chose de plus classique. Tes amis sont gentils, mais ils ne font pas vraiment partie de notre cercle. Nous devrions nous concentrer sur la construction de relations mutuellement bénéfiques. Être conservatrice de galerie, c'est bien pour une femme célibataire. Mais maintenant que tu es ma femme, tu n'as plus besoin de travailler. Nous n'avons pas besoin d'argent. Et honnêtement, Amélie, parler d'art n'est pas vraiment une vraie carrière. Cette dernière est arrivée 8 mois après notre mariage. Je venais d'être promue conservatrice en chef à la galerie de niche où j'avais bâti ma réputation. J'aimais mon travail, la créativité, le défi intellectuel, le frisson de découvrir un nouvel artiste. Mais Julien a présenté ma démission comme un luxe, une élévation de mon statut. « Reste à la maison », avait-il dit. « Occupe-toi de l'appartement, sois ma femme. N'est-ce pas ce que tu veux ?» Je voulais être une bonne épouse. Je voulais qu'il soit fier de moi. Alors, j'ai démissionné. Maintenant, 3 ans plus tard, mes journées se passent dans ce bel appartement qui ressemble plus à un showroom stérile qu'à un foyer. Tout est dans des nuances de gris anthracite et de blanc cassé, sophistiqué, mature, cher. Le goût de Julien, pas le mien. J'aurais choisi la couleur.
des tons chauds de pierres précieuses, des textures riches, tout ce qui a une âme. Mais Julien disait que la couleur était criarde et peu sophistiquée. Alors, son esthétique a gagné. Je remplis mon temps à redécorer, réorganiser et organiser des dîners pour les collègues de Julien et leurs épouses. Les épouses sont toujours polies, toujours impeccablement habillées. Mais il y a un gouffre entre nous. Elles discutent de leur carrière en droit, en médecine, en finance. Puis elles se tournent vers moi avec un sourire poli et demandent « Et vous, que faites-vous » Et je dois dire « Je suis femme au foyer », tout en regardant quelque chose changer dans leurs yeux. De la pitié, peut-être. Ou peut-être du jugement. Je ne peux jamais en être sûre. Julien rentre tard la plupart des soirs maintenant. « Je travaille tard », dit-il, sans jamais préciser quelles affaires exigent sa présence jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. J'ai appris à ne pas insister. La seule fois où j'ai demandé s'il avait vraiment besoin d'être au bureau si souvent, il a pris ce ton tranchant dans sa voix, celui qui n'est pas tout à fait de la colère, mais qui sonne comme un avertissement clair. « Amélie, je construis notre avenir. Tu crois que ce style de vie se paie tout seul? Cet appartement, les voitures, ta carte de crédit? Quelqu'un doit faire le vrai travail. » Alors, j'ai arrêté de demander. À la place, j'ai perfectionné le rôle de l'épouse idéale. J'ai appris à avoir le dîner prêt au moment où il franchissait la porte. J'ai appris à garder l'appartement impeccable, comme une photo dans un magazine d'architecture. J'ai appris à m'habiller avec les vêtements sobres et élégants qu'il préférait. J'ai appris à sourire et à hocher la tête pendant ses dîners professionnels, pendant que les épouses de ses collègues discutaient de précédents juridiques, de techniques chirurgicales et de la volatilité du marché. J'ai appris à me faire plus petite. Ce soir devait être différent. Nous sommes le 20 octobre, ni un anniversaire, ni une fête, mais je voulais faire quelque chose de gentil. J'ai passé tout l'après-midi à préparer son plat préféré. Un confit de canard avec une sauce réduite aux cerises, un gratin de pommes de terre truffées, des haricots verts aux amandes grillées. J'ai mis la table avec notre service en cristal de mariage, celui que ses parents nous avaient offert. J'ai allumé des bougies. J'ai ouvert une bonne bouteille de Bourgogne. Je portais une simple robe bleu marine. Julien a franchi la porte à 21h14, a jeté un regard rapide à la table et s'est dirigé directement vers le bar. Et puis, il m'a parlé de Serena Lefebvre, l'ex-petite amie de son école de commerce, celle avec qui il est sorti pendant 2 ans, juste avant que nous nous rencontrions. Je la connaissais, bien sûr. Julien la mentionnait de temps en temps, toujours sur un ton nostalgique qui montrait clairement qu'elle occupait une place différente, supérieure, dans son esprit. Serena pense que le secteur de l'énergie est une bulle. Serena a recommandé ce restaurant de viande. Serena a toujours eu un esprit pour les produits dérivés complexes d'une manière que la plupart des gens n'ont pas. J'avais ressenti des éclairs de jalousie au fil des ans, mais je les avais toujours réprimés. Elle était à Londres, travaillant dans un grand cabinet d'avocats, à des mondes de distance. Elle était le passé. J'étais le présent. Sauf que maintenant, elle revient à Paris. Et Julien la veut à notre dîner de Noël. « Elle est importante pour moi, Amélie », avait-il dit, comme si cela expliquait tout. Nous sommes toujours de bons amis. Elle sera seule pour les fêtes et je pense que ce serait bien de l'inclure. J'avais suggéré d'inviter ma sœur Olivia à la place. Elle demandait à venir et ses enfants adoreraient la ville à Noël. Mais Julien a immédiatement rejeté l'idée. « Ta sœur pose trop de questions. De plus, il ne s'agit pas d'elle. Serena revient. Elle va faire partie de notre cercle social et j'ai besoin que tu sois mature à ce sujet. » Puis est venue la phrase qui résonne encore à mes oreilles. « Essaie de ne pas créer de malaise. Tiens-toi bien, pour une fois. Pour une fois. » Comme si je créais constamment des scènes. Comme si j'étais toujours une source d'embarras. Toujours en train d'échouer à atteindre une norme invisible qu'il n'a jamais pris la peine d'articuler. J'avais souri et accepté, parce que c'est ce que je fais maintenant. C'est ce que je suis devenue. Sauf que, il y a 2 nuits, j'ai cessé d'être cette femme. Il y a 2 nuits, je n'arrivais pas à dormir. Julien ronflait à côté de moi, un bras possessivement jeté sur mon côté du lit. Et son téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sur la table de chevet avec des notifications. D'habitude, je l'ignore. Email de travail, alerte boursière, rien qui me concerne. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a poussé à regarder. L'écran était déverrouillé, un SMS entrant de S était visible en aperçu. « J'ai hâte de te voir demain.
tu me manques plus que tu ne l'imagines. » Mon cœur s'est mis à marteler contre mes côtes. J'ai pris le téléphone avec des mains tremblantes et j'ai ouvert le fil de messages. Ce que j'ai trouvé m'a brisé. Des mois de messages. Des centaines. Julien et Serena étaient en contact permanent. Ils s'étaient vus lors de ses voyages d'affaires à Londres. Des voyages pour lesquels je l'avais aidé à faire sa valise, pour lesquels je l'avais embrassé pour lui dire au revoir, pour lesquels je l'avais accueilli à son retour sans la moindre once de suspicion. Les messages n'étaient pas de simples conversations amicales entre ex. Ils étaient intimes, explicites, remplis de désirs, de blagues privées et de plans pour un avenir commun. « Serena, tu me manques. J'ai hâte que nous soyons de nouveau dans la même ville. Julien, moi aussi. C'est une torture d'être séparés. Plus que quelques semaines. Serena, est-ce qu'elle se doute de quelque chose? Julien, mon Dieu, non. Amélie est bien trop occupée avec ses coussins et ses dîners pour remarquer quoi que ce soit. Elle est inoffensive. Inoffensive. Ce mot revenait encore et encore. Julien me décrivait comme inoffensive, malléable, facile à gérer. Serena, tu as toujours dit qu'elle était malléable. Julien, elle l'est. C'est pour ça qu'elle est parfaite, facile à gérer. Et puis j'ai trouvé les messages qui ont glacé mon sang. Julien, je lui parle de Noël demain. Je prépare le terrain. Serena, tu crois qu'elle comprendra l'allusion? Julien, à terme. J'ai besoin que ce soit elle qui demande le divorce. C'est plus propre comme ça. Mon avocat dit que si la demande vient d'elle, je passe pour la victime. En plus, le contrat de mariage s'applique. Elle l'a signé sans même le lire. Elle n'aura presque rien. Serena, tu es terrible. Julien, je suis pratique. Et d'ici le nouvel an, elle sera partie et nous pourrons arrêter de nous cacher. J'avais reposé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé, mes mains parfaitement stables. La douleur atroce que j'avais ressentie quelques instants auparavant s'était cristallisée en autre chose, quelque chose de plus froid, de plus dur. Julien voulait que je demande le divorce pour pouvoir jouer le mari bafoué et conserver tous nos biens, grâce à un contrat de mariage que j'avais signé dans un brouillard d'amour et de confiance il y a 4 ans. Il voulait m'humilier en me forçant à servir le dîner de Noël à sa maîtresse. Il voulait que je me tienne bien pendant qu'il démantelait notre mariage selon ses propres termes. Il me pensait trop malléable pour remarquer, trop inoffensive pour riposter. Il avait tort. Le lendemain matin, je lui avais préparé son petit déjeuner préféré. Des œufs bénédicts avec une sauce hollandaise maison. Et j'avais souri quand il avait à peine levé les yeux de sa tablette. Je lui avais demandé comment s'était passée sa journée et j'avais ri à ses réponses dédaigneuses. J'ai joué le rôle à la perfection, parce que j'avais déjà pris une décision. Si Julien voulait jouer à des jeux, j'allais changer toutes les règles. Cet après-midi-là, pendant qu'il était au travail, j'avais sorti notre contrat de mariage du coffre-fort de son bureau. Je l'avais signé sans le lire il y a 4 ans, trop amoureuse et trop confiante pour penser que j'aurais un jour besoin de connaître son contenu. Maintenant, j'ai lu chaque mot. Les termes étaient brutaux. Si je demandais le divorce dans les 5 premières années du mariage, je recevrais un paiement unique de 70 000 € et rien d'autre. Aucune prétention sur l'appartement, même si l'apport initial provenait de l'héritage de ma grand-mère. Pas de pension alimentaire. Aucune part de ses vastes comptes de retraite ou de son portefeuille d'investissement. Je me retrouverais avec pratiquement rien. Mais à la page 12, enfouie dans un jargon juridique dense, j'ai trouvé quelque chose que l'avocat de Julien espérait probablement que je ne verrais jamais. Une clause de faute. En cas de divorce pour faute avérée de la part de Julien Vance, notamment l'adultère, toutes les conditions restrictives du contrat sont rendues nulles et non avenues, et les biens matrimoniaux seront partagés conformément au régime de la communauté réduite aux acquêts. Faute avérée. J'avais pris des photos de chaque page de ce contrat et me les étais envoyées par email en utilisant un compte secret que j'avais créé. Puis j'avais remis le document exactement comme je l'avais trouvé. Julien me croit malléable, il me croit inoffensive. Il est sur le point de découvrir à quel point il a tort. Maintenant, debout ici avec un torchon à la main pendant que Julien fait défiler son téléphone, complètement inconscient du fait que je sais tout, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Il veut Serena au dîner de Noël? Très bien, elle sera là.
Mais il y aura aussi quelques autres invités que Julien n'attend pas. Et au moment où le dessert sera servi, tout le monde dans cet appartement comprendra exactement quel genre d'homme est Julien Vance. Et exactement quel genre de femme je suis devenue. Le lendemain de l'annonce de Julien, je me réveille avec une clarté que je n'ai pas ressentie depuis des années. Il est déjà parti, pour un petit déjeuner de travail matinal, ou du moins c'est ce que prétend la note sur le comptoir de la cuisine. Je ne le crois plus. Chaque mot qui sort de sa bouche me semble maintenant un mensonge potentiel. Je me fais un café et m'assieds à l'îlot de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Le genre d'aide qui peut transformer mes soupçons en preuves froides et tangibles qu'un tribunal acceptera. J'ai passé la majeure partie de la nuit dernière, après que Julien se soit enfin endormi, à parcourir des forums en ligne, des groupes de soutien pour les femmes quittant des mariages toxiques, des fiches de conseils juridiques sur les contrats de mariage et le droit du divorce en France. C'est là que j'ai trouvé son nom. Eva Rostova, détective privée, ancienne de la police judiciaire, spécialisée dans les cas d'infidélité. 3 femmes différentes sur le forum avaient fait appel à elle, et leurs éloges étaient unanimes. Elle m'a cru quand personne d'autre ne le faisait, a écrit l'une. Elle m'a obtenu les preuves dont j'avais besoin pour me protéger. J'envoie un email à Eva avant de pouvoir me raviser. Il est bref et direct. J'ai besoin de documenter l'adultère de mon mari. Pouvons-nous nous rencontrer? Sa réponse arrive en moins d'1 heure. Café dans le Marais, 14 heures aujourd'hui. Je serai à une table au fond, avec une veste bleue. Je passe le reste de la matinée dans un état second, accomplissant ma routine tandis que mon esprit s'emballe. Je fais le lit au carré, comme Julien aime. J'essuie les comptoirs déjà impeccables. Je réponds à un SMS de ma sœur, Olivia, qui demande si notre déjeuner de la semaine prochaine tient toujours. Absolument. Je tape en retour. J'ai hâte de te voir. Je ne lui dis pas ce qui se passe. Pas encore. Olivia n'a jamais aimé Julien. Elle dit que j'ai changé après notre mariage, que je suis devenue plus silencieuse, moins moi-même. Je ne suis pas prête pour son « je te l'avais bien dit », même si elle serait trop gentille pour le dire. À 13h30, je me change pour un jean et un pull, rien qui crie « je suis sur le point d'engager une détective privée » et je sors. Le café est bondé. Je repère Eva immédiatement. C'est une femme dans la cinquantaine, avec des cheveux sombres tirés en une queue de cheval pragmatique et des yeux vifs et intelligents qui semblent m'évaluer dès que j'entre. Elle se lève et me tend la main. « Amélie. »« Oui, merci de me recevoir. »« Asseyez-vous. » Elle désigne la chaise en face d'elle. « Vous voulez quelque chose? C'est ma tournée. »« Ça ira, merci. » Elle m'étudie un instant. J'avais enlevé mon alliance ce matin-là, la laissant sur le comptoir de la salle de bain. J'ai le sentiment qu'elle l'a remarqué. « Alors, dit Eva, sa voix basse et professionnelle. Racontez-moi ce qui se passe. » J'avais répété cela, mais les mots restent coincés dans ma gorge. Le dire à voix haute le rend réel. Mon mari a une liaison avec son ex-petite amie. Je parviens enfin à dire. Elle revient à Paris et il l'a invitée à notre dîner de Noël. Il m'a dit de me tenir bien. L'expression d'Eva ne change pas, mais je vois une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Comment savez-vous pour la liaison? J'ai trouvé des messages sur son téléphone, des centaines. Il veut que je demande le divorce pour passer pour la victime. Il y a un contrat de mariage qui me laisserait avec presque rien. Mais il y a une clause de faute, dit Eva. C'est une affirmation, pas une question. À la page 12. Si je peux prouver qu'il a commis une faute, le contrat est annulé. Et vous avez besoin de preuves, termine-t-elle. Des preuves documentées, indéniables. Eva hoche lentement la tête. Je fais ça depuis 15 ans. Avant ça, j'étais à la PJ pendant 20 ans. J'ai vu toutes les versions de cette histoire. Une fois que vous vous engagez sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous voyez les preuves, les photos, les vidéos de surveillance, vous ne pouvez plus les ignorer. Êtes-vous sûr de vouloir cela? Je pense au sourire narquois de Julien, à la cruauté désinvolte de sa voix, au message où il me qualifiait de malléable et d'inoffensive. Je sais déjà, dis-je. J'ai juste besoin des preuves. Un petit sourire, presque imperceptible, effleure les lèvres d'Eva. Alors, mettons-nous au travail. Elle me présente son contrat. Ses tarifs sont plus raisonnables que ceux à quoi je m'attendais. Elle explique ses méthodes. Surveillance physique, investigation numérique, un rapport complet. Je lui donne tous les détails.
l'emploi du temps de Julien, sa voiture, l'adresse de son bureau, le nom de Serena Lefebvre. « Une dernière chose, dit-elle quand j'ai fini. Est-ce que votre mari a la moindre idée que vous vous doutez de quelque chose? Non, je joue l'épouse parfaite. Il pense que je suis trop absorbée par la décoration pour remarquer quoi que ce soit. Bien, continuez comme ça. En ce moment, il est négligent parce qu'il est arrogant. Nous voulons qu'il le reste. Je quitte le café en me sentant plus légère que je ne l'ai été depuis des jours. Je ne suis plus seule. J'ai une alliée. Les 2 semaines suivantes sont un flou surréaliste. Je maintiens ma performance d'épouse dévouée, souriant et demandant à Julien des nouvelles de sa journée, même si je sais exactement où il a été. Les mises à jour d'Eva arrivent tous les 3 jours, envoyées à mon adresse e-mail cryptée secrète. Le premier email contient des photos de Julien et Serena au bar de l'hôtel Le Bristol. Sa main est sur son genou. L'horodatage est 14h15 un jeudi, pendant ce que Julien avait appelé une réunion client cruciale. Le deuxième email contient une vidéo. Eva les a suivis jusqu'à un parking souterrain où ils se sont embrassés passionnément contre la voiture de Julien. Le troisième contient ses relevés de cartes de crédit personnelles. Des achats de bijoux chez Cartier, des dîners dans des restaurants dont je n'ai jamais entendu parler, un week-end dans un complexe hôtelier en Normandie alors qu'il était censé être à une conférence à Francfort. Je regarde les preuves et ne ressens rien d'autre qu'un calcul froid. Ce sont des munitions, c'est du pouvoir. Mais c'est le 4e email d'Eva qui change tout. « Appelez-moi », dit-il. « J'ai trouvé quelque chose que vous devez savoir. » J'attends que Julien parte au travail, puis je compose son numéro. « Serena Lefebvre travaille chez Fournier Associés », dit Eva sans préambule. « La même boîte que votre mari. Elle a commencé il y a 3 mois. » Mon estomac se serre. Ils sont collègues. « Et Amélie, il y a autre chose. » Eva marque une pause. « Je l'ai suivie, elle aussi. Elle voit quelqu'un d'autre en plus de votre mari. »« Quoi ?» Arthur Fournier, l'associé fondateur de Fournier Associés. Marié, 3 enfants. J'ai des photos d'eux à l'Ambroisie la semaine dernière. À l'hôtel The Peninsula il y a 2 semaines. Elle se joue des 2. Je m'effondre sur une chaise, mon esprit tourbillonnant. Serena n'est pas seulement la maîtresse de Julien. Elle jongle avec les liaisons, utilisant les 2 hommes pour gravir les échelons de l'entreprise. J'ai un peu fouillé dans ses relevés téléphoniques, continue Eva. Sa sécurité est une blague. J'ai réussi à récupérer des textos entre elle et Fournier. Vous voulez que je vous les envoie? Oui. Les textos sont accablants. Serena qualifie Julien de désespéré et de collant. Elle dit à Arthur que Julien est une distraction commode, en attendant qu'Arthur quitte sa femme. Elle les monte l'un contre l'autre et aucun des 2 hommes n'en a la moindre idée. Et c'est là qu'un nouveau plan se met en place dans mon esprit. Pas seulement exposer la liaison de Julien, mais tout exposer. Tous les mensonges de Serena, toute sa manipulation. Rassembler tout le monde dans une seule pièce et regarder son château de cartes s'effondrer. Je rappelle Eva. Que diriez-vous de m'aider avec quelque chose d'un peu inhabituel? Il y a une pause, puis un petit rire grave à l'autre bout du fil. Ma chérie, je vis pour l'inhabituel. Qu'avez-vous en tête? J'ai besoin de contacter Arthur Fournier, anonymement, et je dois lui dire ce que sa nouvelle avocate vedette manigance vraiment. Vous voulez l'inviter à ce dîner de Noël? Exactement, avec sa femme. Elle mérite de savoir, elle aussi. C'est audacieux, dit Eva, et potentiellement brillant. Mais il vous faudrait des preuves en béton. Un homme comme ça ne croira pas un email anonyme sans cela. Pouvez-vous me fournir des captures d'écran de ces textos? Tout ce que vous avez trouvé? Je peux faire mieux. Je vais compiler un dossier complet. Photos, reçus, une chronologie. Vous l'envoyez à Fournier, vous le laissez vérifier par lui-même, et ensuite vous l'invitez à assister au spectacle en personne. Pouvez-vous m'aider à rédiger l'email? M'assurer qu'il est intraçable? Absolument. Organisons une autre rencontre. Cela va demander un peu de planification. Après avoir raccroché, je me dirige vers la fenêtre et regarde la ville en contrebas. Julien me croit inoffensive. Il pense que le dîner de Noël sera le début d'une fin calme et digne pour notre mariage. Avec moi, me retirant gracieusement. Il a tort. Le dîner de Noël sera la fin, c'est certain. Mais ce ne sera pas la fin qu'il attend. 3 jours plus tard, je retrouve Eva dans un coin tranquille de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Elle fait glisser un dossier sur la table. « Tout est là-dedans », dit-elle.
Irréfutable. Je l'ouvre et vois mon mariage exposé dans ses détails les plus brutaux. Photos de Julien et Serena. Dossier financier montrant combien il a dépensé pour elle, tout en me disant que nous devions nous serrer la ceinture. Celui-ci est pour Fournier, dit Eva en tapotant un autre dossier. Il contient des preuves similaires, mais axées sur sa relation avec Serena, y compris des captures d'écran, des textos, où elle qualifie Julien de désespéré et de distraction. Nous passons l'heure suivante à rédiger l'email sur mon compte ProtonMail anonyme. La version finale est concise et professionnelle. Monsieur Fournier, vous ne me connaissez pas, mais je connais Serena Lefebvre. Je pense que vous méritez de connaître la vérité sur la femme que vous fréquentez. Elle a également une relation avec un autre homme de votre entreprise, Julien Vance, un gestionnaire de fonds. J'ai joint des preuves. Si vous souhaitez en voir plus, répondez à cet email. Serena se joue de vous deux et j'ai pensé que vous devriez le savoir avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Une amie bienveillante. Il répondra, dit Eva avec confiance. Les hommes comme Arthur Fournier ne supportent pas d'être manipulés. Ce soir-là, après que Julien se soit endormi, je m'assieds dans l'obscurité de notre salle de bain et j'appuie sur envoyer. Le point de non-retour. Pendant une journée entière, rien. Je suis convaincue d'avoir fait une terrible erreur. Puis, à 13h30 le lendemain, une réponse apparaît. Qui êtes-vous? Comment avez-vous obtenu ces informations? Je renvoie d'autres preuves. 1 heure plus tard, une autre réponse. Appelez ce numéro. Je compose le numéro avec des mains tremblantes. Qui est à l'appareil? Aboie une voix d'homme. Je ne suis pas votre ennemi, dis-je, ma voix stable. Je suis la femme de Julien Vance. Je lui dis tout. La liaison, le dîner de Noël, la façon dont Serena les manipule tous les deux. Il y a un long silence. Puis, une seule question, froide. Que voulez-vous? Justice, dis-je. Je veux que vous et votre femme veniez à notre appartement pour le dîner de Noël. Je veux que vous voyiez par vous-même qui elle est. Un autre long silence. Puis, j'en suis. Pendant les 6 semaines suivantes, Arthur Fournier et moi échangeons des dizaines d'emails cryptés, coordonnant chaque détail. Il m'envoie des preuves qu'il a recueillies au travail, des vidéos de surveillance de Serena entrant dans son bureau tard le soir, des échanges d'emails compromettants. Sa femme, Éléonore, sait tout et veut être là. Pendant ce temps, je joue le rôle de l'épouse parfaite. Je vais même avec Julien acheter un cadeau de Noël pour Serena, une écharpe en cachemire coûteuse. « Tu vois » dit-il, rayonnant. « Je savais que tu serais mature à ce sujet. Tu n'es pas comme les autres femmes. Tu ne deviens pas jalouse. » La semaine avant Noël, j'appelle ma sœur, Olivia. « J'ai besoin que tu viennes pour Noël, dis-je, seule, et apporte ton téléphone. Tu vas vouloir enregistrer ça. » « Amélie, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. »« N'aie pas peur, » je lui dis. « Je fais enfin quelque chose pour moi. » Le matin de Noël, je me réveille à 5 heures. Je commence à cuisiner. Un bœuf Wellington. La pièce de viande coûteuse que j'ai commandée il y a 1 semaine. Un gratin dauphinois. Des asperges rôties. Tout doit être parfait. C'est le dernier repas que je cuisinerai en tant qu'épouse de Julien Vance. Julien entre dans la cuisine vers 14 heures. « 7 couverts » demande-t-il en fronçant les sourcils devant la table. « Qui d'autre vient ?»« Oh, juste Olivia » dis-je nonchalamment. « Je sais que tu avais dit non, mais c'est Noël. » Il soupire, agacé mais pas méfiant. « Bon, peu importe. Dis-lui juste de ne pas créer de malaise. » Il ne pose même pas de questions sur les 2 autres couverts. Il est si certain de ma docilité, si confiant en ma malléabilité, qu'il ne remet rien en question. À 17h30, Olivia arrive, les yeux écarquillés d'inquiétude. « D'accord, qu'est-ce qui se passe ?» chuchote-t-elle. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je ne peux pas encore expliquer, juste, quand les choses commenceront, commence à filmer, et n'arrête pas, quoi qu'il arrive. À 18h précise, la sonnette retentit. Julien se lève d'un bond, lissant ses cheveux. « Serena » dit-il, sa voix chaude et intime. Je prends une profonde inspiration et entre dans le salon. Serena Lefebvre est encore plus frappante en personne. Grande, posée, vêtue d'une robe crème qui a probablement coûté plus cher que mon dernier salaire de la galerie. Elle tend à Julien une bouteille de vin cher. Elle se tourne vers moi, son sourire chaleureux, mais ses yeux calculateurs. « Vous devez être Amélie. Merci beaucoup de m'accueillir. »« Bien sûr, » dis-je en prenant son manteau. « Julien m'a tant parlé de vous. C'est merveilleux de vous rencontrer enfin. » Nous nous asseyons pour dîner.
Julien couvre Serena d'attention. Elle, à son tour, domine la conversation. Son ton, une masterclass de condescendance subtile. « Alors, Amélie, dit-elle, Julien m'a dit que vous étiez conservatrice. C'est amusant. Mais vous avez arrêté en vous mariant. » La fourchette de ma sœur cliquette contre son assiette. « Bien sûr, continue Serena, avec une pointe de pitié dans la voix. Tout le monde n'est pas fait pour une carrière à haute pression. Certaines personnes sont plus adaptées à la vie domestique. La conversation est une performance. » Serena se remémore un voyage qu'elle et Julien ont fait à l'université. Ils créent un monde à ma table de salle à manger dont je ne fais pas partie. Je regarde l'horloge au mur. 18h20, 5 minutes. À 18h24, je me lève. Avant le dessert, j'ai une surprise. Julien lève les yeux, curieux. « Tu as dit que nous devrions rendre ce Noël spécial, » dis-je en me dirigeant vers la porte, le cœur battant à tout rompre. Alors j'ai invité quelques autres convives. J'ai pensé que Serena apprécierait de voir des visages familiers. Je sors mon téléphone et j'envoie le SMS préécrit à Arthur Fournier. Maintenant. L'appartement est silencieux. Puis, la sonnette retentit. Le son traverse la pièce comme un coup de feu. « Qui est-ce » demande Julien, le front plissé. Je vais à la porte et je l'ouvre. Arthur Fournier se tient dans le couloir. Son expression un masque de fureur froide. Derrière lui se trouve sa femme, Éléonore, le visage tout aussi dur. Au moment où Serena voit Arthur, toute couleur quitte son visage. Son verre de vin glisse et le vin rouge se répand sur la nappe blanche comme une tache de sang qui s'étend. « Arthur, » murmure-t-elle, « qu'est-ce que tu fais ici ?»« Mais qu'est-ce qui se passe, bordel ?» balbutie Julien, debout maintenant. « Amélie, qui sont ces gens ?» Je ferme la porte d'un clic doux. « Assieds-toi, Julien, » dis-je calmement. On ne fait que commencer. Je connecte ma tablette à notre télévision de 70 pouces. J'ai passé les 6 dernières semaines à tout documenter, dis-je. Et je pense qu'il est temps que tout le monde voie la vérité. L'écran s'anime. Des photos remplissent l'affichage. Julien et Serena au Bristol, s'embrassant dans le parking, entrant dans un hôtel. Chaque image est horodatée, datée. Le visage de Julien passe de la confusion à l'horreur. « Amélie, où as-tu ? Comment as-tu » ? « J'ai engagé une détective, dis-je simplement. Après avoir trouvé tes textos, tu as laissé ton téléphone déverrouillé une nuit. Tu le savais ? Puis je passe à un nouveau dossier. Des photos de Serena et Arthur Fournier apparaissent, à l'Ambroisie, entrant dans son immeuble de bureau à 23 heures. Elle couche avec Arthur Fournier pour s'assurer son poste d'associé, je narre. « Montre-leur les textos, » dit Arthur, sa voix glaciale. Je fais apparaître les captures d'écran. Je les lis à haute voix. Julien est si facile à manipuler. Il pense que je le choisis. Comme si je choisissais un analyste de second rang plutôt qu'un associé fondateur. Julien émet un son étranglé. Je continue. Il devient collant. Je l'utilise juste jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin. Il est en dessous de moi. Il l'a toujours été. Le visage de Julien s'effondre. Il voit enfin la vérité. Serena, figée jusqu'à présent, craque enfin. Elle bondit sur ses pieds. « Vous êtes tous en dessous de moi !» gronde-t-elle. L'avocate Polly a disparu, remplacée par quelque chose de brut et de laid. « Julien, tu es pathétique. Un adolescent transi d'amour. Tu n'étais qu'un tremplin. » Elle se tourne vers Arthur. « Et toi ? Tu crois que je sacrifierais ma carrière pour un homme marié ? Tu n'étais qu'un moyen pour arriver à mes fins. Tu n'auras plus de carrière après ce soir, » dit Éléonore, sa voix froide. « Tu seras sur liste noire. » « Pas cette fois, » ajoute Arthur. « J'ai déjà tout documenté. Les emails de ton compte professionnel, les vidéos de surveillance. La clause de moralité du cabinet est très claire. »« Vous êtes tous jaloux !» hurle Serena. « Jaloux que je sois plus intelligente, plus ambitieuse. Julien, tu as été facile parce que tu es faible. Arthur, tu as été facile parce que tu es arrogant. Et toi ?» Elle se tourne vers moi avec un mépris pur. « Tu as été facile parce que tu es simple. » « Vraiment ?» je demande doucement. « Parce qu'il me semble que l'épouse simple vient d'orchestrer toute cette soirée. Ça te semble simple, Serena ?» Elle n'a pas de réponse. Je me dirige vers le sapin de Noël et récupère une boîte décorative. « Julien !» dis-je en revenant à la table. « Tu te souviens de ce contrat de mariage, celui que ton avocat a conçu pour me piéger ?
Je sors une liasse de papier. Il a une clause de faute. Page 12. Si je peux prouver que tu as commis un adultère, tout le contrat est annulé. Je pose les papiers devant lui. Ce sont les papiers du divorce. Mon avocate les déposera lundi matin. Et grâce à toutes ces preuves, je désigne l'écran. Le contrat ne te protège plus. J'obtiens la moitié de tout. L'appartement qui a été acheté avec mon héritage, ton portefeuille, tes économies, tout. Je désigne l'entrée où Eva se tient avec une caméra. Et voici Eva Rostova, ancienne de la PJ, maintenant détective privée. Elle a tout filmé ce soir. Tout est une preuve. Julien lève les yeux vers moi, la pleine mesure de ce qui s'est passé l'atteignant enfin. « Tu as planifié ça », murmure-t-il. « Tu t'es joué de moi depuis le début. Tu m'as dit de me tenir bien, dis-je doucement, me penchant pour être à son niveau. Alors je l'ai fait. Je me suis tenue parfaitement bien pendant que je documentais chacun de tes mensonges. Tu m'as appelé simple, malléable, facile à gérer. Tu m'as sous-estimé. Et ça, ce fut ta plus grande erreur. Les suites sont un tourbillon de vies brisées. Serena s'enfuit, sa carrière en ruine. Arthur et Éléonore partent, leur propre mariage une victime collatérale. Olivia, ma sœur, arrête enfin d'enregistrer, la bouche bée. Julien reste, un homme brisé dans un costume sur mesure. « Où est-ce que je vais ?» demande-t-il, sa voix se brisant. « Je me fiche de savoir où tu vas. » Je lui dis. « Cet appartement est à moi. Tu as jusqu'à lundi pour prendre tes affaires. » Il part, murmurant des excuses qui ne signifient rien. Et puis, je craque. Je m'effondre sur une chaise, et les sanglots que j'ai retenus pendant des semaines, pendant des années, éclatent enfin. Ma sœur me serre dans ses bras alors que je pleure le mariage que je croyais avoir, la femme que j'étais. Le divorce est rapide. Julien ne se bat pas. En mars, c'est finalisé. Je suis propriétaire de l'appartement. J'ai mon indépendance financière. Et lentement, je commence à reconstruire. Je peins les murs d'un bleu profond et chaleureux. Je remplis l'espace d'œuvres d'art que j'aime. Je transforme l'ancien bureau de Julien en mon propre atelier d'artiste et je recommence à peindre. Un jour, une femme d'un forum de soutien en ligne me contacte. Son histoire est terriblement familière. Son mari la manipule, l'isole, a une liaison. « J'ai lu ce que vous avez fait », écrit-elle. « Ça m'a donné du courage. » Nous parlons pendant des heures. Je la mets en contact avec Eva, avec mon avocate. Je la guide à travers les étapes pour se protéger. Elle demande le divorce 1 mois plus tard. D'autres femmes me contactent. Je réalise que j'ai trouvé une nouvelle vocation. Non pas conserver de l'art, mais organiser des évasions. Aider les femmes à reprendre leur vie en main. Un matin, en courant dans le parc, je reçois un autre texto. « Merci. Vous m'avez redonné espoir. » Je m'arrête de courir et m'assieds sur un banc, la ville vivante autour de moi. Julien m'avait qualifiée d'inoffensive, de simple, de facile à gérer. Il avait tort. Je regarde mon immeuble, mon sanctuaire, et je ressens un sentiment de paix. Je prends les escaliers au lieu de l'ascenseur, sentant la brûlure dans mes jambes, me sentant vivante. Mon téléphone vibre à nouveau. Une autre femme, une autre histoire, une autre personne qui a besoin d'aide pour trouver sa sortie. Je souris et je décroche le téléphone. C'est ce que je suis maintenant, c'est ce que je fais. J'aide les femmes à cesser d'être inoffensives. Et je n'ai jamais été plus fière de quoi que ce soit dans ma vie. Si cette histoire de justice calculée vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Mon passage préféré, c'est quand Amélie a ouvert cette porte et qu'Arthur Fournier est entré. Voir le visage de Julien se décomposer n'avait pas de prix. Quel a été votre moment favori? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires de vengeance puissantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication. Fin de l'histoire.